La reconstruction de Gaza à petite dose. L'Égypte a rouvert pour quelques heures le point de passage de Rafah. Israël a laissé entrer quelques camions, mais il s'agit de contrôler leur usage. La ville de Ferguson aux États-Unis, toujours en proie à des émeutes. Le policier qui a tué Michael Brown, lui, persiste et signe. Il a bien agi en état de légitime défense. Raid de l'aviation du régime syrien sur la ville de Raqqa, le fief de l'État islamique en Syrie. Au moins 95 morts, parmi lesquels de nombreux civils. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. L'Union européenne estime ce soir que la reconstruction de Gaza ne va pas assez vite et qu'il y a urgence. Pourtant, aujourd'hui, l'Égypte a accepté de rouvrir après un mois de fermeture pour quelques heures seulement le point de passage de Rafah au sud de la bande de Gaza. Et Israël a laissé passer hier un important convoi de camions transportant du matériel destiné à la reconstruction. On va parler de tout cela parce que cela soulève évidemment des questions de sécurité, mais aussi des questions politiques. On va en parler avec vous, Olivier Rafovitch, bonsoir, colonel de réserve dans l'armée israélienne, et Dror Even-Sapir, analyste politique sur i24 News. On ira également retrouver nos envoyés spéciaux qui sont justement à la frontière entre Israël et Gaza, avec Léa Volbert qui est aux côtés de Shahar Peled et de Sami Abou Diab. Vous le voyez, malgré la tempête qui frappe en ce moment Israël, eh bien, ils sont vaillants et sur place pour évoquer donc cette reconstruction de Gaza, sujet sensible s'il en est. نشدنا المسؤول عنها والهيئه الخيريه واجوا عملوا تصليحات لكن لا حياه لمنتنادي لانها في المنخفض وكل يوم احنا خارجين من المنخفضات للكرفانات بنلاقيهم في الشارع التالي بعد مده. لا الكرفانات صالحه للسكن ولا المدارس صالحه للسكن. كلها يعني برد وشديده البروده، المسكن المدارس ولا الكرفانات مش صالحه للسكن نهائيا. Alors, je vous le disais, Israël a accepté de laisser passer des camions transportant du matériel destiné à la reconstruction de Gaza, mais les Israéliens veulent des garanties pour s'assurer que ce matériel sera bien utilisé pour reconstruire des maisons et non pas des tunnels. Et pour ces garanties, eh bien, il existe des procédés parfois étonnants. Maxime Pérez. C'est le deuxième convoi de matériaux de construction à franchir le point de passage de Kerem Shalom. Le deuxième seulement, depuis l'instauration d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, il y a 3 mois jour pour jour. Mardi, 28 camions avec à leur bord 1120 tonnes de ciment rejoint la bande de Gaza. La reconstruction du territoire palestinien ravagé par 50 jours de guerre est en marche, mais elle se déroule au compte-gouttes. C'est ce document signé de l'ONU et ratifié par Israël et l'autorité palestinienne qui sert de feuille de route à la reconstruction de Gaza. En principe, il doit permettre d'y acheminer chaque jour près de 40 camions et 6000 tonnes de béton. Mais c'est sans compter la bureaucratie kafkaïenne qui doit accompagner ce processus. Elle répond aux exigences d'Israël. 12 entreprises de construction vont accompagner ce grand plan pour réhabiliter Gaza. Des entreprises présélectionnées par l'autorité palestinienne, auditionnées par les Nations Unies et en dernier lieu approuvées par Israël selon des critères extrêmement stricts. Les chantiers doivent pouvoir être sécurisés, surveillés par des caméras et disposer d'un système d'inventaire afin que chaque matériel de construction puisse être contrôlé en permanence. Et afin de permettre une meilleure traçabilité, c'est la société israélienne Necher qui va fournir les sacs de ciment. Du côté de Gaza, c'est une multinationale de confiance basée aux Émirats Arabes Unis, CTG Global, qui va superviser le plan onusien. Mais sans avoir la main sur la reconstruction de Gaza, Israël veut avoir au moins ses yeux et ses oreilles pour éviter que les tonnes de béton transférées chaque jour par camion ne servent pas à la construction de tunnels par le Hamas. Des capteurs GPS vont ainsi être placés dans chaque bulldozer et foreuse utilisée dans les travaux, de même que dans chaque maison palestinienne le temps de sa reconstruction.
Un véritable casse-tête quand on sait que les plans concernent près de 80 000 bâtiments endommagés ou détruits pendant la guerre. Certains responsables palestiniens estiment qu'avec de telles contraintes, la réhabilitation de Gaza pourrait prendre une vingtaine d'années. Quant au Hamas, il continue d'émettre de vives critiques à l'égard de ce diktat israélien selon ses termes. À l'évidence, le mouvement islamiste palestinien aura cette fois beaucoup de mal à détourner l'aide internationale. Alors, cela fait 3 mois exactement que les armes se sont tues entre Israël et le Hamas à Gaza. Olivier Rafovitch, est-ce qu'avec ce genre de garantie, on peut être sûr aujourd'hui que cette reconstruction sera bien celle de bâtiments, d'habitations ou d'entreprises? D'abord, il y a une volonté israélienne que les gens vivent mieux à Gaza. C'est le but à la fois de la communauté internationale, mais également de l'État d'Israël. Maintenant, les mécanismes qui ont été choisis de vérification, de contrôle sont importants. On a affaire ici à un régime quand même islamiste intégriste, dictatorial, dans lequel on n'a aucune confiance, qui dit qu'il veut reprendre les combats à chaque fois qu'il y a des problèmes entre Israël et les Palestiniens. Donc, prudence, vigilance, mais je suis optimiste qu'avec ces garanties-là, nous pourrons avancer. Le temps que cela prendra, ça peut être très long, mais vous savez qu'on a découvert d'ailleurs vendredi un nouveau tunnel, grâce à la pluie qui a dégagé un tunnel entre la bande de Gaza et Israël. Donc il y a encore des volontés, ou il y a encore des volontés en tout cas militaires et terroristes du Hamas de continuer la lutte contre Israël. Donc dans cette prudence-là, nous avançons. Mais je voudrais également dire que l'Égypte devra également faire partie de ce processus, puisqu'il y a Israël au nord et l'Égypte au sud. Or, l'Égypte est beaucoup plus frileuse de participer à cette reconstruction, vu qu'elle est en guerre presque ouverte avec les frères musulmans en Égypte et la branche palestinienne du Hamas et d'autres éléments dans le Sinaï. Donc tout cela quand même complique la situation, et il faut voir donc l'ensemble de la région, Égypte et Israël, comme éléments qui ont un intérêt à ce que cette reconstruction se fasse dans la sécurité pour toutes les parties en place. Ouais. Dans Reven Sapir, l'autorité palestinienne, elle semble avoir du mal également à jouer un rôle actif dans cette reconstruction. Hein. Oui, parce que c'est à nouveau brouillé avec le Hamas, énième brouille entre le Hamas et l'autorité palestinienne, avec... On s'en rappelle, hein, il y a encore très peu de temps, le gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza qui détruit des habitations, des voitures à proximité de logements de dignitaires du Fatah dans la bande de Gaza. Donc le torchon brûle, encore une fois, entre le Hamas et le Fatah, entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Et dans ces conditions, eh bien, les négociations pour que l'autorité palestinienne puisse être présente dans les points de passage, sur les points de passage entre Israël et la bande de Gaza, eh bien, ces négociations-là sont plus ou moins au point mort. Et donc ça ralentit les choses concernant l'acheminement des matériaux de reconstruction dont il a été question dans ce reportage fort instructif de Maxime Pérez. Donc le reportage se concentrait sur les mécanismes de surveillance à partir du moment où ces mêmes matériaux sont déjà entrés dans la bande de Gaza, mais il y a aussi un mécanisme de surveillance qui n'est pas moins important le long des points de passage. Et là, l'autorité palestinienne a son mot à dire. Or, les choses sont bloquées encore une fois parce que rien ne va plus entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Donc on a encore une fois de plus l'impression, Jean-Charles, que la population de la bande de Gaza est l'otage de la mésentente entre le Hamas et la bande de Gaza. Et puis il y a urgence, il y a péril dans la demeure véritablement, puisque les intempéries d'aujourd'hui le prouvent. On rentre dans une période, dans un hiver qui s'annonce, semble-t-il, comme étant particulièrement rude. Et dans ces conditions, les habitants de la bande de Gaza, qui pour beaucoup d'entre eux n'ont pas de toit, tout simplement, eh bien, on peut imaginer que l'hiver va être particulièrement rigoureux pour eux, puisqu'ils n'auront pas de toit et pas de maison en dur. Et comme l'a dit Olivier Rafovitch, il est tout à fait dans l'intérêt d'Israël à ce que la population de la bande de Gaza puisse vivre dans des conditions décentes. Ce qui est aussi inquiétant, c'est l'argent. Bon, les matériaux, on peut encore les traquer, les tracer, on peut savoir un peu ce qui se passe, mais les milliards de dollars qui doivent être injectés dans cette bande de Gaza... Qui ont été promis. Hein, une partie déjà ont été injectés, le sont via le Hamas. Et le Hamas est la seconde organisation terroriste la plus riche du monde. Donc l'autorité palestinienne ne gère pas cet argent? C'est le Hamas, à votre avis, qui va le gérer? On va dire qu'il y a l'officiel et puis il y a le non-officiel. Vous savez, dans cette région-là du globe, malheureusement, le non-officiel domine l'officiel. Les membres du Hamas sont des gens richissimes, que ce soit à Gaza ou à l'extérieur. Les banques de ces gens-là sont pleines d'argent des pays donateurs. Donc le problème va être également de contrôler
les banques, de contrôler où va l'argent, pour que l'argent aille vraiment dans cette bande de Gaza en plein besoin, mais pas dans les poches des chefs. Et je pense malheureusement que nous allons continuer à voir les chefs du Hamas s'enrichir sur le dos des Palestiniens, comme d'habitude malheureusement. La somme qui a été promise est considérable, hein, plus de 5 milliards de dollars. 5,4, c'est ça. Ouais, 5,4 millions de dollars, c'est véritablement considérable. Et puis, à l'occasion de cette conférence des pays donateurs au Caire, il y a quelques semaines, on a pu constater cette concurrence entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Qui donnera plus, en fait, hein, qui se montrera le plus généreux pour la reconstruction de la bande de Gaza. Or, on sait que le Qatar est l'un des principaux donateurs du Hamas. Ce n'est pas le cas de l'Arabie Saoudite, qui, elle, soutient d'autres groupes islamistes, mais pas les frères musulmans et pas le Hamas. Et par conséquent, oui, il va falloir être très vigilant sur le contrôle de ces transferts de sommes. Mais la communauté internationale ces dernières années a tout de même fait de nets progrès dans les mécanismes de contrôle des transferts de fonds à destination de l'autorité palestinienne et aussi dans la bande de Gaza. Et on peut s'attendre à ce que ces transferts soient contrôlés d'une manière plus rigoureuse encore cette fois-ci. Alors il y a également, on a vu ces dernières semaines, en tout cas plusieurs tirs de roquettes effectués par le Hamas, des tirs d'entraînement vers la mer. Est-ce que c'est de la gesticulation selon vous, Olivier Rafovitch, ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter aussi? D'abord, c'est pas nouveau. Ça fait des années que le Hamas s'entraîne et tire vers la mer. Chaque tir est vérifié, et contrôlé et connu par l'armée israélienne, par le renseignement israélien. Nous sommes au courant de tous ces tirs. D'ailleurs, nous savons de quelle manière ils tirent, avec quoi ils tirent et où vont les missiles, ce qui nous donne également des précisions sur les prochains tirs s'ils veulent tirer vers Israël. C'est pas nouveau. Ça montre qu'ils sont toujours prêts à une offensive. C'est pas ce qu'il y a de mieux lorsqu'on veut rétablir une confiance mutuelle. C'est pas ce qu'on appelle des confidence building measures entre Israël et les Palestiniens de Gaza. Mais ce n'est pas une nouveauté. Dror Even Sapir, est-ce qu'il n'y a pas un contraste quand même entre on voit aujourd'hui Mahmoud Abbas œuvrer pour une reconnaissance de l'État palestinien, que ce soit à l'ONU ou bien comme c'est en train de se passer en Europe, ou quand il dit aujourd'hui, même avec 22% du territoire effectif, on peut avoir un État palestinien. Et ce qui se passe à Gaza, où on voit que l'autorité palestinienne n'est pas présente. Pourquoi est-ce qu'il y a ce contraste finalement entre ce qui est la réalité aujourd'hui d'un État palestinien et puis ce que demande Mahmoud Abbas ? Puisque, encore une fois, la mésentente entre le Hamas et l'autorité palestinienne ne permet pas aujourd'hui à l'autorité palestinienne de reprendre véritablement pied dans la bande de Gaza. Or, c'est l'un des principaux enjeux de l'après-bordure protectrice. Après cette opération menée par Tsahal contre le Hamas dans la bande de Gaza l'été dernier, l'un des principaux enjeux, c'était de faire en sorte que l'autorité palestinienne puisse reprendre pied, co-gérer peut-être avec le Hamas la bande de Gaza. Or, on en est encore loin du fait, encore une fois, du manque de confiance entre le Hamas et l'autorité palestinienne, qui n'a d'équivalent peut-être que le manque de confiance entre l'autorité palestinienne et Israël actuellement. C'est à peu près de ce même ordre de grandeur. C'est encore pire. C'est bien possible. C'est encore pire. C'est bien possible, M. Rafovitch, effectivement. Donc voilà, oui, il y a une contradiction, puisque l'État palestinien, que l'État suédois et plusieurs parlements européens ont reconnu, ou s'apprêtent à reconnaître, le Parlement français bientôt, mais il est question aussi du Parlement danois, du Parlement italien, ça commence à faire un petit peu tache d'huile ou boule de neige, c'est selon ce principe-là. Eh bien, c'est un État qui ne représente qu'une partie des Palestiniens, ceux qui vivent dans les territoires de Cisjordanie. Donc c'est un État qui est encore plus virtuel du fait que la bande de Gaza, pour l'instant, qui est toujours gérée par le Hamas, en fait, et tout simplement hors du coup. Ouais, c'est votre avis, là, il y a une contradiction ou pas, finalement? Est-ce que ça va aider ces reconnaissances d'États palestiniens qui sont décidées par des parlements européens, par exemple? Non, pas du tout. Ces reconnaissances de la part de parlements vont jouer le rôle contraire. Malheureusement, elles vont en fait renforcer les extrémismes. Vous savez que l'Égypte et la Jordanie, entre autres, donc des pays arabes dans la région, n'ont pas du tout cet intérêt que les États européens reconnaissent cette Palestine dont on parle, qui n'est pas claire d'ailleurs. Bande de Gaza sous contrôle du Hamas, Judée-Samarie ou Cisjordanie, peu importe le terme, sous contrôle de Mahmoud Abbas, qui n'arrive pas à mettre les pieds et ses hommes dans la bande de Gaza, c'est qu'ils ont peur en fait de rentrer là-dedans. Donc tout cela réuni fait que ces reconnaissances qui font, comme vous le dites, tache d'huile d'un pays à l'autre, n'apportent absolument rien, au contraire, donc elles vont renforcer la violence, elles vont renforcer les extrémismes, et n'apporteront absolument rien à la paix. La paix pourra se faire ici seulement et à une seule condition. Si les deux parties en présent, les Israéliens et les Palestiniens, discutent et parlent. On le fait tranquillement, souvent on le fait même en secret,
mais aucun parlement avec des décisions plus ou moins étranges et lointaines, sans vraiment un pouvoir d'exécution, ne pourront influencer ce processus. Et pour moi, c'est une tristesse de voir cette Europe, et peut-être d'autres pays d'ailleurs, se lancer dans cette campagne de reconnaissance des Palestiniens, quand eux-mêmes, les Palestiniens, ne savent pas encore vraiment comment ils vont faire pour gérer ce qu'ils veulent gérer. Ils en sont encore à trouver une voie entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Les Jordaniens, je vous l'ai dit, et l'Égypte ne sont pas du tout d'accord pour cette reconnaissance, et même contre leur intérêt à eux aujourd'hui dans la région. Et donc, il y a ici un jeu dangereux d'une Europe qui a du mal à gérer Daesh a du mal à gérer l'islamisme intégriste dans le monde et s'occupe des Palestiniens, encore une fois, s'occupe de l'État d'Israël, alors que peut-être elle devrait s'occuper de choses plus proches de l'Europe. Il y a des choses en Europe qu'on doit gérer qui ne sont pas encore claires. Il y a une pression en tout cas, parce qu'aujourd'hui encore, la représentante européenne pour la diplomatie, l'italienne Mogherini, a appelé de nouveau Israéliens et Palestiniens à parler ensemble, à négocier. Il y a une pression en tout cas qui est là. Et évidemment, ça va rester un vœu pieux, étant donné que Benjamin Netanyahou n'a ni la volonté ni l'intérêt actuellement de négocier avec l'autorité palestinienne, puisqu'on est clairement en période préélectorale, et Benjamin Netanyahou est à la reconquête de sa base électorale, l'électorat de droite en Israël, qui ne veut pas entendre parler de négociations avec les Palestiniens. Donc du côté israélien, pas de négociations envisageables. Et puis du côté palestinien, eh bien, on met toutes les énergies et dans ce processus de reconnaissance unilatérale de l'État palestinien auprès des instances onusiennes, auprès des instances internationales, mais aussi, et avec un certain succès, il faut le rappeler, auprès de plusieurs États et parlements européens. Et donc, étant donné que ça marche, puisque ça fait tache d'huile, il y a des exceptions notables. Il faut rappeler ce qu'a dit la chancelière allemande la semaine dernière, Angela Merkel. Pas d'État pas de reconnaissance unilatérale d'un État palestinien, ce qui ne signifie pas, bien évidemment, que la chancelière allemande et l'Allemagne sont contre un État palestinien, mais contre une reconnaissance unilatérale. Nicolas Sarkozy s'est exprimé d'une manière à peu près semblable aujourd'hui, l'ancien président français. Donc, il faut noter ces exceptions. Elles sont notables, elles sont importantes, mais tout de même, les Palestiniens ont le sentiment que le fait d'avoir renoncé aux négociations de leur point de vue et de tout mettre dans ce processus de reconnaissance unilatérale de leur État, ça leur est profitable en quelque sorte. Donc on ne conçoit pas aujourd'hui Mahmoud Abbas renoncer à cette option-là pour négocier avec un Benjamin Netanyahou en quel il n'a aucune confiance, et c'est tout à fait réciproque. Alors on parlera de Benjamin Netanyahou justement dans un instant, parce que il prend aussi en ce moment, on va dire, il affronte une tempête politique intérieure, mais qui est sans doute liée aussi à ce qui se passe à l'extérieur. Je voudrais qu'on aille juste à la frontière, retrouver notre envoyé spécial à la frontière avec Gaza, justement le point de passage d'Erez. Léa Volbert, bonsoir. Donc vous êtes tout près de cette frontière avec Gaza, où la reconstruction commence, on va dire, petit à petit. Effectivement, Jean-Charles, le processus de reconstruction de la bande de Gaza est bien en marche. Je me trouve, comme vous l'avez dit, au point de passage d'Erez, au nord de la frontière de la bande de Gaza. Et c'est par ici que pourraient transiter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, d'autres convois transportant, entre autres, du ciment qui permettrait la reconstruction de plus de 20 000 maisons rasées au cours de la dernière opération pendant les mois de juillet et août dernier. Alors, au milieu du mois d'octobre, un premier convoi est déjà arrivé. Et puis hier, mardi, un second convoi de 1120 tonnes de ciment est arrivé pour reconstruire ces maisons à Gaza. Alors l'Union européenne déplore la lenteur de ce processus de reconstruction. Et puis les Palestiniens, bien entendu, déplorent également cette lenteur. Au milieu du mois d'octobre, le gouvernement d'union palestinien avait établi un plan de reconstruction d'un montant de 4 milliards de dollars. Selon un représentant palestinien, il faudrait faire entrer 100 camions par jour pour que Gaza soit reconstruit dans les 3 prochaines années. Au rythme où nous allons actuellement, il faudrait compter entre 20 et 30 ans. Un mot, Léa, sur la réouverture provisoire du point de passage de Rafah côté égyptien, ça c'est aujourd'hui.
Oui, effectivement, le Caire l'a annoncé aujourd'hui, la réouverture du point de passage de Rafah, donc dans le sud de la bande de Gaza. Ça a été ouvert à la circulation durant quelques heures aujourd'hui et puis ça le sera demain un petit peu plus longtemps, entre 7h du matin et 16h. C'est la première fois que ce point de passage réouvre depuis le 25 octobre dernier, depuis qu'un double attentat avait provoqué la mort de 33 membres de la sécurité égyptienne. Alors depuis ce 25 octobre, des Palestiniens étaient bloqués de part et d'autre de ce point de passage. 6000 Palestiniens étaient bloqués du côté égyptien. Ils vont désormais pouvoir retourner dans la bande de Gaza. Seulement la circulation ne sera autorisée que dans un sens, puisque les Palestiniens ne pourront, dans la bande de Gaza, ne pourront toujours pas aller au-delà des frontières. Merci Léa Volbert, donc en direct de ce point de passage d'Erez. C'est important de le signaler, hein, on ne va rentrer finalement que dans Gaza, mais on ne va pas sortir pour aller côté égyptien, Nadir Rafovitch. Ce que je voudrais, s'il vous plaît, ajouter, c'est qu'il y a aujourd'hui, là je rentre de France et de Côte d'Ivoire, il y a de la part de la communauté française juive une inquiétude par rapport à cette reconnaissance, ou ces reconnaissances de la part de parlements européens. Moi je rentre de Côte d'Ivoire, de Abidjan. Je voudrais quand même dire aussi qu'il y a des millions d'Africains en Afrique de l'Ouest, entre autres à Abidjan, que j'ai rencontré avec le pasteur Jonas Naki et l'ambassade d'Israël sur place, qui aiment Israël et qui soutiennent Israël. Et qu'il y a aujourd'hui un changement global. Il y a peut-être des régions où on aime moins Israël, mais d'autres on aime plus Israël. Et c'est important également de ne pas tomber dans la panique, ni dans une espèce de dépression par rapport à ces décisions. Elles sont souveraines, hein, mais Israël est un pays fort et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'États qui voient différemment la situation et qui voient en Israël aujourd'hui un élément important pour le développement et pour toute cette région-là. Et je voulais le signaler ici parce que, encore une fois, face à une inquiétude, parfois même une angoisse, il y a d'abord des députés en France qui ne veulent pas accepter cette reconnaissance. Et puis, je vous dis, d'autres pays en Afrique, en Asie, qu'on ne connaît pas, dont on parle moins, qui sont des soutiens très forts, nouveaux, de la part pour Israël. Et le changement en Égypte, qui est un grand pays arabe, mais également un grand pays africain, influe également sur un état d'esprit général en Afrique vers Israël. Et ces changements-là géopolitiques, qui sont encore une fois un peu loin des caméras, loin de la presse, on va dire la grande presse, vont à mon avis dans les prochaines années jouer un rôle très important, et je voulais essayer de le signaler. Voilà, puis je rappelle, on parlait du Sinaï tout à l'heure, qu'il y a encore eu aujourd'hui un attentat, puisque 3 policiers égyptiens, dont un colonel, ont été tués lors d'un attentat à Al-Arish, qui est la ville justement de cette région très troublée par ces groupes djihadistes. Alors, on parlait justement du rôle d'Israël un petit peu pour peut-être relancer ce processus de paix. C'est vrai qu'en ce moment, la situation est très tendue, on va en dire un mot, parce que Benyamin Netanyahou veut absolument faire adopter cette loi controversée sur l'État-nation du peuple juif. On est en ligne justement avec le professeur Moussa Abou Ramadan de l'université de Haïfa dans le nord d'Israël, professeur de droit. Bonsoir à vous, Moussa Abou Ramadan. D'abord un mot sur cette loi qui inquiète visiblement les Arabes israéliens, qui craignent qu'elle soit synonyme de discrimination. Le Premier ministre Netanyahou dit le contraire. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes donc professeur de droit, est-ce que vous pensez qu'elle est dangereuse pour la minorité arabe ? Alors, dans cette loi, il y a plusieurs dispositions. Cette loi, il y a, disons, une affirmation et confirmation de la judaïté de l'État. Ce qui existait dans des... Il y a l'utilisation du calendrier hébraïque. Il y a aussi, en plus, il y a une chose qui n'existait pas dans les lois antérieures, c'est que l'État d'Israël, pas seulement un État juif, mais l'État du peuple juif. Et il y a aussi, disons, la confirmation du droit de retour pour le peuple juif, ça existait déjà. Donc la plupart des dispositions, ce sont des dispositions qui existaient déjà dans les lois antérieures. Alors la nouveauté dans cette loi, il confirme et explicite les discriminations à l'égard des Arabes. Donc ça, pour moi, c'est un avantage. Au lieu que ce soit des discriminations dissimulées, ce sont des discriminations explicites et affirmées. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, dans cette loi, il y a, disons, est affirmé le principe d'égalité. C'est pour la première fois dans une loi qui a une valeur constitutionnelle, il y a un principe d'égalité entre, pas seulement les citoyens, mais tout résident en Israël ne peut être discriminé sur sa base de sa religion, de son sexe. Et toutes les lois
qu'on appelle des lois fondamentales, des lois fondamentales en Israël. Dans aucune de ces lois, il n'y a pas, le principe d'égalité n'est pas mentionné. Il y a sauf seulement la loi de la Knesset, la loi fondamentale de la Knesset, qui parle sur le principe d'égalité dans les élections. Donc, dans ce projet de loi, ce n'est pas encore une loi, dans ce projet de loi, il y a une affirmation, une constitutionnalisation du principe d'égalité. Donc ça, c'est les bons côtés. Les mauvais côtés, il y a une affirmation, peut-être exclusion, disons, des autres communautés que le peuple juif. Mais pour moi, disons, ce n'est pas, ces dispositions existent déjà, donc ce n'est pas une nouveauté. Bien, merci beaucoup pour cette analyse, professeur Moussa Abou Ramadan, donc en direct, professeur de droit de l'université de Haïfa. Pourtant, donc on vient de l'entendre de ce professeur, il n'y a peut-être pas beaucoup de nouveautés, mais elle suscite énormément de passion dans Even Sapir. On l'a encore vu cet après-midi à la Knesset. On va voir les images pendant que vous répondez. Un débat particulièrement houleux, effectivement, cet après-midi à la Knesset, avec plusieurs députés expulsés en pleine séance parce que, eh bien, il s'est exprimé d'une manière tout à fait verbale et parfois en allant jusqu'aux cris et aux invectives, en empêchant leurs collègues de s'exprimer normalement, et notamment Benjamin Netanyahou. Donc ça a été un débat très houleux. C'est un débat préélectoral en fait. À la fois dans l'esprit de Benjamin Netanyahou et dans l'esprit de ses opposants, les choses sont claires. On se rapproche des échéances électorales majeures et par conséquent le ton monte. Le débat d'aujourd'hui, il était consacré en principe au coût de la vie. Nous, on a beaucoup parlé de la loi sur la nationalité. Benjamin Netanyahou s'est exprimé sur cette question. Voilà, vous voyez le député Ilan Gilon du Meretz qui se lève pour invectiver le Premier ministre. Donc un débat très... Est-ce que ça mérite tout ça ou pas? Parce que finalement, le professeur Ramadan vient de le dire, finalement, il n'y a peut-être pas autant de sujets. C'est intéressant ce qu'a dit le professeur Ramadan. Lui-même, arabe-israélien, il a reconnu que le projet de loi avait un aspect positif, à savoir l'inscription dans une loi fondamentale qui a valeur de constitution en Israël du principe d'égalité entre citoyens juifs et citoyens non juifs. Alors il y avait tout de même des lois fondamentales, notamment sur le respect de la personne humaine, qui explicitement, ou plutôt implicitement, reconnaissait ce principe d'égalité, mais ce qui est reproché par l'opposition à Benjamin Netanyahou et au projet de loi actuel, c'est de faire en sorte que la loi, que le principe d'égalité entre citoyens soit soumis en dernier recours au principe de la judaïté de l'État. Ça, c'est le projet qui a été adopté en Conseil des ministres et qui sera en principe débattu en lecture préliminaire la semaine prochaine à la Knesset. Mais Benjamin Netanyahou a promis de présenter un autre projet de loi plus mesuré et dans lequel il y aura effectivement les deux principes de l'égalité de droit et de la judaïté de l'État seront mis sur un pied d'égalité. Ça, c'est le projet de Benjamin Netanyahou qu'on ne connaît pas encore véritablement et qui sera peut-être présenté la semaine prochaine, on ne sait pas. Merci de dire un mot. Oui, mais il y a ici un élément très intéressant. Netanyahou n'est pas un imbécile, un homme intelligent, il voit loin. Peut-être que dans cette loi-là, vu qu'il faut qu'il y ait un caractère juif et une majorité juive, peut-être que si demain il y a des négociations, il y aura donc un besoin de rectifier pour arriver à une majorité juive et respecter ce caractère. Merci Olivier Arpovitch. On se retrouve dans un instant. La reconstruction de Gaza commence à petite dose. L'Égypte a accepté de rouvrir pour quelques heures le point de passage de Rafah au sud et Israël a laissé entrer hier des camions chargés de ciment mais en contrôlant leur usage. La ville de Ferguson aux États-Unis toujours en proie à des émeutes. Le policier qui a tué Michael Brown, lui, persiste et signe. Il affirme qu'il a bien agi en état de légitime défense. Un raid meurtrier de l'aviation du régime syrien sur la ville de Raqqa, c'est le fief de l'État islamique en Syrie. Au moins 95 morts, parmi lesquels des civils. Nouvelle nuit de violence donc à Ferguson aux États-Unis. De nouveau, des émeutiers ont incendié des bâtiments et ont affronté les forces de l'ordre. D'autres manifestations ont également eu lieu à travers les États-Unis, alors que pour la première fois, le policier blanc qui a tué Michael Brown s'est expliqué devant une caméra de télévision. Elsa Mourgue. C'est une onde de choc qui secoue les États-Unis. La nuit a de nouveau été rythmée par des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre à Ferguson, petite ville du Missouri.
Des voitures de police ont été incendiées par les protestataires qui contestent la décision de justice de relaxer le policier responsable de la mort de Michael Brown. Des scènes de pillage et de violence ont eu lieu dans plusieurs endroits de la ville. Les autorités avaient renforcé leur dispositif et 2000 militaires avaient été déployés. Des dizaines de personnes ont été interpellées. Nous avons procédé à 44 arrestations ce soir. Nous avons inculpé 4 personnes. L'un d'entre eux pour port d'armes illégales et les 3 autres pour voie de fait contre des officiers de police. Même le président Barack Obama est intervenu pour tenter de calmer les tensions. Il dit comprendre la colère, mais refuse toute forme de violence. Il existe des manières productives d'exprimer ses frustrations et il existe des manières destructrices. Brûler des bâtiments et incendier des voitures, la destruction de propriétés privées, mettre les gens en danger, tout cela est destructeur et il n'existe aucune excuse pour cette violence. Ce sont des actes criminels et ceux qui commettent ces actes criminels doivent être poursuivis en justice. Mais c'est justement la justice qui est remise en cause dans cette affaire, car le grand jury local chargé de juger l'affaire n'a retenu aucune charge contre Darren Wilson, le policier qui a tiré à 6 reprises sur le jeune Michael Brown alors qu'il était désarmé. L'officier de police a plaidé la légitime défense. J'ai utilisé ma porte de voiture pour essayer de le repousser. Je lui ai crié de reculer. Il a juste poussé la porte et m'a regardé. Alors j'ai regardé derrière lui et soudain des coups violents ont commencé à... Il a frappé le premier coup de poing en premier ? Oui, il a frappé le premier, il m'a frappé sur la partie gauche du visage. Mais la communauté noire de Ferguson y voit un crime raciste. Beaucoup estiment que Michael Brown serait toujours vivant s'il avait été blanc. Cette affaire réveille le spectre du racisme aux États-Unis. Des manifestations ont eu lieu dans plus d'une centaine de villes américaines avec pour mot d'ordre « Les vies noires comptent ». Un geste de soutien pour les habitants de Ferguson. Je les ai applaudis, je leur suis reconnaissant parce que j'ai dit à tout le monde depuis août que si les choses ne se passaient pas bien, il ne faudrait pas juste manifester. Il n'y aurait pas un soulèvement ou des violences seulement à Saint-Louis, mais à travers le pays. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. L'affaire Michael Brown a mis en lumière la défiance de la population envers la police. Un problème global aux États-Unis, renforcé par une nouvelle affaire lundi dernier. À Cleveland, ce lundi, un policier a tiré et a abattu un enfant de 12 ans qui jouait dans un parc avec un pistolet à billes. Le policier pensait qu'il s'agissait d'une véritable arme. Un événement qui a contribué à tendre un peu plus les relations entre population et forces de l'ordre. Alors on est en ligne ce soir avec Charlotte Recoquillon de l'Institut géopolitique français à Paris 8. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Vous connaissez bien la communauté noire américaine que vous étudiez de près. Est-ce qu'on peut expliquer ce ressentiment à travers cette affaire qui peut-être revêt d'autres frustrations ressenties par les Noirs aux États-Unis ? Oui, absolument. Je crois qu'on peut comprendre le ressentiment de la communauté noire parce que cette affaire n'est évidemment pas un cas isolé. C'est pas la première fois qu'un jeune homme noir ou un homme noir tout court, un enfant noir est abattu par un policier, qu'il soit blanc ou noir d'ailleurs. Hein. Ça arrive aussi que des policiers noirs soient impliqués dans des meurtres de ce type. Mais d'une façon générale, ces assassinats sont fréquents et sont très rarement poursuivis en justice et encore moins condamnés. Donc du coup, voilà, il y a un ressentiment très fort parce que les Noirs ne sont jamais reconnus en tant que victimes, que ce soit à travers le système judiciaire ou même dans les médias, qui sont très prompts à les dépeindre comme des criminels, mais très rarement à reconnaître leur statut de victime. On a vu d'ailleurs récemment le cas de ce prisonnier noir qui a passé 39 ans en prison avant d'être reconnu innocent. Est-ce que pour vous, il y a un racisme plus présent, on va dire, dans le système judiciaire et policier aux États-Unis contre les Noirs ? Plus présent que quand, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, on peut dire qu'il y a un racisme institutionnel et un racisme systémique aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis hein, d'ailleurs. Et ces préjugés et ces stéréotypes sont tellement profonds que les policiers, et comme ceux Darren Wilson, n'en ont pas forcément conscience. C'est-à-dire qu'au moment où ils abattent un jeune homme noir, ils se sentent menacés, tellement ils ont été conditionnés très lentement avec la figure du criminel noir, du jeune menaçant, etc.,
qu'un jeune homme qui marche dans un quartier résidentiel avec une capuche, et là je pense à l'affaire Trayvon Martin évidemment, est un signe de menace objective qui leur donne la légitimité, selon eux, de leur tirer dessus pour se défendre. Donc c'est vraiment pas seulement un racisme conscient et objectif de tiens, il est noir, je vais lui tirer dessus. C'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans les mentalités, qui est sous-jacent à toute la lecture de la société américaine. Et du coup, autant les policiers que les procureurs, mais aussi les médias, etc., se font les véhicules de ce racisme systémique. Et même un président noir comme Barack Obama ne suffit pas à changer cet état d'esprit? En fait, c'est un peu paradoxal, mais Barack Obama est politiquement un petit peu coincé et peut presque moins faire que quelqu'un d'autre, ou moins dire sur ce sujet, pour ne pas être taxé d'un communautarisme non objectif, etc. Donc du coup, évidemment qu'il s'indigne. Évidemment que, par exemple, on se souvient de ses déclarations au moment de l'affaire de Trayvon Martin. En tant que parent noir, il le sait très bien que ses enfants, bon, même si lui, il est parent de filles, mais il le sait très bien que ses enfants grandissent et sont conditionnés dans cette société où ils savent que chaque interaction avec la police peut potentiellement dégénérer, même quand ils ne sont pas armés, etc. Donc Obama, je pense, est surtout coincé politiquement, mais effectivement, de toute façon, ça ramène une fois de plus à la question. Il n'a jamais été question d'être dupe. Barack Obama n'a jamais signifié que l'Amérique post-raciale était vraiment achevée. Et le racisme est évidemment encore très très latent aux États-Unis. Merci beaucoup pour cette analyse, Charlotte Recoquillon. Je rappelle que vous êtes enseignante à l'Institut de géopolitique français à l'Université de Paris 8. On y revient tout à l'heure dans le débat du Grand Direct. L'ONU tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur le sort des réfugiés en Syrie. 12 millions d'entre eux auraient besoin d'une aide d'urgence aujourd'hui, alors que les combats continuent de faire rage. Témoin ce raid meurtrier que l'armée syrienne a mené hier sur le fief de l'État islamique en Syrie, la ville de Raqqa. Léa Berdugo. Ce sont les raids les plus meurtriers jamais menés contre Raqqa, fief de l'État islamique. L'aviation syrienne a tué dans ses frappes près de 100 personnes, dont au moins 50 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les rues sont ensanglantés, les corps gisent sur le sol. Cette vidéo, diffusée sur Internet, provient d'une chaîne proche de l'organisation de l'État islamique. Selon un haut responsable sécuritaire à Damas, l'aviation du régime a frappé des positions du groupe extrémiste sunnite qui contrôle de vastes régions en Syrie et en Irak. Raqqa et ses alentours ont aussi été pris pour cible par des avions de la coalition internationale conduite par les États-Unis. Des frappes menées pour venir en aide aux rebelles combattant le régime. Le pouvoir syrien et la coalition ont précisé qu'il n'y avait aucune coordination entre eux. La Syrie est ravagée par un conflit qui dure depuis mars 2011. Selon l'ONU, 7 600 000 personnes ont été déplacées, plus de 3 millions réfugiés, plus de 12 millions de Syriens nécessitent actuellement une aide d'urgence. La France, elle a déployé 6 Mirages supplémentaires en Jordanie pour lutter contre ces djihadistes. L'État islamique qui viole également allègrement un autre principe de base des droits de l'homme. Cette vidéo montre en effet l'embrigadement très jeune d'enfants soldats. Regardez, Myri Maman. Ici, on est des moudjahids, on est en Syrie. On est à Raqqa ici, c'est la guerre ici. C'est pas les petits bébés qui font la renoir contre ses parents. Ah, moi je veux ça, ah, moi je veux ça. Viens ici, tu vas voir comment ça se passe. Tapette, là. Ces images ont été tournées et publiées sur Internet par un djihadiste français à Raqqa. Une soixantaine de familles françaises se seraient installées en Syrie, offrant ainsi leurs enfants à l'État islamique. Des enfants précieux pour l'organisation terroriste. Ils font à la fois office de banque du sang pour les combattants blessés, d'indicateurs pour dénoncer les infidèles ou encore de boucliers humains sur le champ de bataille. Endoctrinés par leurs propres parents, comme ce garçonnet belge de 10 ans, arrivé en Syrie avec son père. Objectif, recruter.
Ces enfants subissent un lavage de cerveau, apprennent le maniement des armes et sont formés au combat. Qu'ils soient syriens, irakiens ou étrangers, ils passeront tous forcément par l'un des camps d'entraînement de l'État islamique. Et les candidats sont nombreux, comme ces dizaines de petits Kazakhs arrivés récemment sur le sol syrien. Des enfants soldats, ce n'est pas un nouveau phénomène, il existe depuis toujours, mais jamais à cette échelle. Dans les villages envahis par les combattants de l'État islamique, les enfants sont systématiquement enlevés et endoctrinés. L'utilisation des enfants pour le djihad en Syrie et en Irak est quasi industrielle. Les Moudjahidines manipulent même leurs morts. Le premier enfant tombé au combat avait 11 ans. Il a été encensé dans un film de propagande largement diffusé sur les réseaux djihadistes. Une armée de petits soldats, de djihadistes prêts à donner leur vie pour la cause. Une armée qui inquiète l'Occident puisque des Européens en font partie. Que deviendront-ils à l'âge adulte ? Que se passera-t-il s'ils reviennent sur le sol français ? Pour les autorités, ils représentent en tout cas, malgré eux, un véritable danger. L'Algérie annonce aujourd'hui avoir éliminé l'un des terroristes auteurs de l'assassinat du Français Hervé Gourdel. Ce touriste français avait été décapité en septembre dernier dans une vidéo diffusée par un groupe lié à l'État islamique en Algérie. L'armée algérienne aurait donc tué l'un des meurtriers lors d'une opération menée en octobre dans cette zone montagneuse de l'est du pays. Le 16 septembre dernier, à Petah Tikva, près de Tel Aviv, un ouvrier travaillant sur la façade d'un immeuble en construction était tombé du 11e étage après que la corde le rattachant à sa nacelle se soit rompue. Tué sur le coup, la police a d'abord parlé d'un accident, mais la famille n'y a jamais cru. Et finalement, des ouvriers arabes travaillant à côté de lui seraient les auteurs de ce qui devient un crime nationaliste. Reportage Maël Benoliel, Leslie Rezoug. Il aura fallu plus de 2 mois à la justice israélienne pour rendre son verdict. C'est désormais officiel, Nathanaël Arami est bien la victime d'un crime nationaliste. Ce jeune entrepreneur de 26 ans avait fait une chute du 11e étage en descendant en rappel d'un immeuble de Petah Tikva alors qu'il y faisait des travaux le 16 septembre dernier. Ce mercredi, la Cour a retenu la thèse de l'attentat. Une décision tardive saluée par l'avocat de l'organisation Khonenu qui défend la famille Arami. Il y a encore un ordre de censure sur cette affaire. Par contre, le tribunal a autorisé une certaine publication, à savoir la reconnaissance de la famille Arami comme victime de terrorisme. Je ne peux donner plus de détails, l'enquête est toujours en cours. Et pour Myriam, la mère de Nathanaël, c'est un soulagement. Elle qui a toujours soutenu que la mort de son fils n'avait rien d'accidentel. Chaque travailleur acrobatique sait très bien que ce sont des cordes de parachute très solides. En plus, il y a toujours une corde supplémentaire par sécurité. Donc ce n'était pas possible que les 2 cordes se soient rompues. Il était professionnel, connaissait son travail, il n'avait pas peur de la hauteur. La seule chose qu'il redoutait, c'était qu'on lui coupe sa corde. 2 semaines après la fin de l'opération Bordure Protectrice, la police et le Shin Bet semblent donc avoir fait l'impasse sur certains éléments concordants, peut-être pour ne pas attiser des tensions toujours palpables, comme la présence d'une corde coupée au pied de l'immeuble. 3 ouvriers arabes présents sur les lieux sont suspectés. Ils ont même été interrogés par la police. En vain, ils ont toujours démenti les accusations portées contre eux et ont été relâchés. Pourtant, ce sont près de 50 travailleurs qui se trouvaient sur le chantier. C'est alors une longue bataille judiciaire qui s'engage. Les parents de ce père de famille ont tout fait pour faire lever la censure sur ce dossier. S'ils en savent plus aujourd'hui, ils dénoncent toujours le comportement des autorités. Il faut leur demander à eux, à la police, pourquoi ils ont décidé cela. Nous n'étions pas d'accord pour garder le silence. Donc nous nous sommes battus pour faire connaître la vérité, que c'est un crime nationaliste. Sans doute que la période n'était pas propice à la vérité pour les représentants du gouvernement. Il ne faut pas oublier que nous sommes après l'assassinat des adolescents et Bordure Protectrice. La famille Arami déplore aussi qu'aucun responsable politique ne soit venu leur rendre visite depuis l'annonce du décès de leur fils. Vous savez, les 2 côtés sont perdants. Il y en a marre du sang qui coule. On est tous perdants. Les politiciens, ce sont eux qui attisent la haine, que ce soit du côté juif ou du côté arabe. Les familles, elles, sont en deuil de leurs enfants morts. Un message d'apaisement pour cette mère endeuillée qui attend désormais que justice soit faite.
Et Israël qui a décidé d'expulser la femme de l'un des 2 terroristes auteurs de l'attentat contre la synagogue d'Ar-Nof à Jérusalem la semaine dernière. Elle disposait d'un statut de résidente à Jérusalem-Est qui lui avait été accordé pour qu'elle puisse rejoindre son mari, mais ce statut vient donc de lui être retiré au moment où le gouvernement israélien envisage de durcir considérablement son arsenal législatif anti-terroriste. Thierry Lamar, bonsoir. Bonsoir. On va voir cela en détail avec vous puisque 8 propositions émanent d'un député du Likoud. En représailles aux derniers attentats de Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait promis d'employer une main de fer contre le terrorisme. Il vient d'obtenir l'outil législatif pour le faire puisqu'une proposition de loi va être soumise dans les prochains jours au Parlement israélien, la Knesset. Une proposition de loi qu'il a lui-même commandée, le projet de loi Levin, éponyme du député Likoud qui en est l'auteur, Yariv Levin, et qui prévoit, vous l'avez dit, un plan donc en 8 points pour éradiquer la recrudescence de terrorisme qui sévit en Israël et plus particulièrement ces dernières semaines à Jérusalem. Alors l'objectif de ce train de mesure, il est très clair, Jean-Charles, il est évidemment de décourager les terroristes potentiels et d'obtenir, je dirais, un effet psychologique pour calmer les ambitions des assaillants, des futurs assaillants et toucher à ce qui est peut-être le plus cher, à savoir leur famille. Alors première mesure envisagée par le plan Levin, il s'agit de révoquer la citoyenneté israélienne des personnes étant liées de près ou de loin à une action terroriste, de la plus grave à la plus légère. Les jeteurs de pierres, les lanceurs de cocktails Molotov seraient déchus de leur citoyenneté. Et une fois cette citoyenneté perdue, eh bien, les malfrats seraient expulsés vers la bande de Gaza. Autre disposition, il s'agit d'une garde à vue prolongée pour les jeteurs de pierres ou pour toute personne qui brandirait un drapeau palestinien ou le drapeau d'une organisation terroriste, qu'elle soit palestinienne ou internationale. On a vu récemment des drapeaux de l'organisation de l'État islamique être brandis à Jérusalem. Et puis, le texte de loi prévoit de frapper au porte-monnaie les terroristes en les privant de toutes leurs aides sociales dont ils bénéficient en vertu de leur citoyenneté israélienne. Un coup dur donc au porte-monnaie, des terroristes ou des proches des terroristes qui se verraient également privés de leur permis de conduire pour une période de 10 ans. Et leurs familles vont également être visées. Oui, c'est sans doute une des mesures les plus sévères qui est envisagée par le plan Levin, compte tenu de sa sensibilité religieuse, puisqu'il s'agit des funérailles des terroristes. La loi prévoit de ne pas restituer aux familles les dépouilles des terroristes, pas d'inhumation, pas de cérémonie, pas d'obsèques, mais une inhumation tenue secrète à l'abri des regards des familles, dans une sépulture laissée anonyme et sur laquelle les familles ne pourraient venir se recueillir. Et puis le 5e point de ce plan, il a été appliqué dès la semaine dernière, on s'en souvient, il s'agit de la démolition des maisons des terroristes, cette fois-ci dans un délai de 24 heures, pas de recours possible ou des recours très très difficiles à une justice très difficile à saisir dans un délai aussi court. Là aussi, il s'agit évidemment de punir collectivement la famille du terroriste. Et puis, si les familles des terroristes avaient la bonne idée bien de soutenir publiquement l'action de leurs proches, ils se verraient eux aussi également déchus de leur citoyenneté et également expulsés vers la bande de Gaza. Et puis pour terminer, Jean-Charles, 2 dernières mesures qui concernent le monde de l'entreprise, je dirais, les commerçants qui arboreraient des portraits à l'effigie des terroristes ou encore des écriteaux à la gloire du terrorisme, verraient leur commerce être fermé par les autorités israéliennes. Et puis autre mesure, à l'attention des employeurs israéliens cette fois-ci, ils pourraient licencier sur le champ et sans aucune indemnité toute personne, tout employé dont le passé sécuritaire lié au terrorisme serait avéré. Merci beaucoup Cyril Amar donc, pour ce projet de loi qui sera présenté très vite à la Knesset. Israël s'inquiète également des liens existants entre le Hamas et la Turquie. L'État hébreu vient même de saisir l'OTAN, l'organisation militaire atlantiste dont la Turquie est membre, pour l'informer de la présence sur le sol turc de plusieurs chefs de cette organisation terroriste. Cyril Amar. Être à la fois membre de l'OTAN et complaisant à l'égard d'une organisation terroriste, pour Israël, c'est tout simplement incompatible. Selon les indiscrétions du quotidien Israël Hayom, Jérusalem vient de demander à l'organisation transatlantique de sévir contre la Turquie, qu'elle accuse d'abriter impunément sur son territoire les commandements politiques et militaires du Hamas palestinien. Car selon l'État hébreu, c'est à Istanbul que les quartiers généraux du mouvement islamiste ont élu domicile. C'est cet homme qui en serait aux commandes, Saleh al-Harouri, le cerveau d'une longue série d'attentats, dont l'enlèvement et le meurtre des 3 adolescents israéliens en juin dernier. Les services israéliens le soupçonnent également d'avoir fomenté un putsch contre l'autorité palestinienne à la veille de la guerre de Gaza cet été, destituer Mahmoud Abbas pour prendre le contrôle des forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie,
Une tentative déjouée in extremis grâce à un spectaculaire coup de filet de l'armée israélienne où 93 complices ont été écroués. En octobre déjà, le ministre israélien de la Défense, Moshe Ya'alon, avait accusé la Turquie d'abriter un commandement du Hamas et de jouer un jeu cynique. Une attaque en règle qui n'est certainement pas le fruit du hasard, car après s'être longtemps abstenu de critiquer ouvertement la Turquie, pour tenter de normaliser des relations quasi rompues par l'affaire du Mavi Marmara en 2009, le gouvernement israélien aurait opté pour une nouvelle stratégie, haute et élégant, pour dénoncer le double jeu de la Turquie. En France, hommage aujourd'hui de l'Assemblée nationale à l'ancienne ministre Simone Veil, âgée de 87 ans, à l'occasion du 40e anniversaire de la loi qui porte son nom. Cette loi qui légalise l'avortement pour la première fois en France. C'était en 1974 et cela a bouleversé la vie des femmes et bien au-delà celle de toute la société française. Léa Berdugo. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse. Simone Veil, face à la haine. La ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing ne s'imaginait pas susciter une telle violence. Mais ce 26 novembre 1974, elle va devoir affronter les pires attaques. D'une voix tendue mais assurée, elle défend sa loi historique. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Son discours d'une heure est chaleureusement applaudi par la gauche. La droite se tait, mais ce silence n'aura été que de courte durée. Au cours des 25 heures de débat qui ont suivi, Simone Veil doit faire face aux insultes les plus outrageantes. La rescapée des camps de la mort se voit reprocher de faire le choix d'un génocide. Quelques jours plus tard, le texte est soumis au vote. Suffrage exprimé 473. Majorité absolue 237. Pour 284. Contre 189. L'Assemblée nationale a adopté. Bien que satisfaite, Simone Veil mesure ses propos. La victoire, je ne sais pas si ce sont les mots tellement appropriés. Je dirais que c'est un progrès. Mais comme je l'ai déjà dit, et comme ça a été souvent souligné au cours des débats, l'avortement n'est jamais une victoire. Pas une victoire pour elle, mais sûrement une libération pour des milliers de femmes. Plus de 200 000 avortements sont pratiqués chaque année en France. Et on passe au sport tout de suite. Ligue des Champions, suite, 5e soirée. Bonsoir Lise Barenbourg. Bonsoir. Alors on va parler ce soir d'un gros match. Le premier c'est Bâle qui reçoit le Real Madrid. Oui, ça va pas être facile pour les Helvètes qui vont devoir jouer contre l'équipe de Ronaldo, de Benzema, de Rodriguez. Alors il y a une grosse disparité forcément, même si à Bâle on a aussi de bons attaquants comme Streller ou Gachi. Tennis aussi. Oui, ils sont meilleurs en tennis qu'en football. Mais bon, leurs attaquants évidemment n'ont pas la même valeur que leurs homologues madrilènes. Et ce soir, le Parc Saint-Jacques affiche complet pour soutenir ces joueurs qui vont donc tenter la qualification en 8e de finale. Du côté du Real, quelques absences notables. On n'aura pas Khedira, on n'aura pas Pepe et on n'aura pas Modric sur le terrain. Mais bon, tout va bien pour la Casablanca, qui est leader du groupe, qui est déjà qualifiée pour les 8e, qui est aussi première de son championnat national. Et si ce soir les Madrilènes gagnent, eh bien ils enchaîneront leur 15e victoire d'affilée. C'est un record que seul José Mourinho avait atteint jusque-là. C'était en 2011-2012. Et vous allez voir, le défenseur du Real, Raphaël Varane, qui est français, affiche un calme olympien avant le match. On va l'écouter. On arrive avec un état d'esprit, comme toujours, compétiteur. Même si on est déjà qualifié, on a toujours l'ambition de gagner et on est toujours motivé. Après, on sait que l'adversaire aura vraiment envie d'obtenir un bon résultat contre nous. Ils ont une semaine importante, donc on va se préparer à un match avec de l'intensité et de l'enjeu. Voilà donc pour le Real Madrid ce soir. Il y a un autre match où il y a beaucoup plus de tension. C'est Arsenal qui reçoit Dortmund, Lise, et on sait qu'Arsène Wenger est encore sous pression. Oui, donc les Gunners qui reçoivent le Borussia à l'Emirates Stadium et les Gunners ne sont pas en très grande forme. En première ligue, ils sont seulement 8e, mais ils peuvent tenter les 8e de finale en C1 puisqu'ils sont 2e du groupe D. Ils n'ont qu'un point à obtenir pour se qualifier pour la 15e fois consécutive, même si ce soir ils seront privés de leur attaquant vedette, Olivier Giroud, qu'Arsène Wenger préfère
ménagé puisqu'il revient à peine de blessure. Alors pour le moment, au mois de novembre, Arsenal n'a rien gagné. Il y a eu 2 défaites face à Swansea et Manchester United notamment. Donc une victoire permettrait quand même de souffler. Et puis du côté allemand, c'est un peu la crise aussi au Borussia qui cartonne en Ligue des Champions. 4 victoires en autant de matchs. Ils sont donc premiers et d'ores et déjà qualifiés pour les 8e de finale, alors qu'en Bundesliga, ils sont complètement dépassés. Ils s'accrochent péniblement à la 16e place. Ils pourraient même disputer les matchs de barrage en fin de saison s'ils continuent comme ça. Et puis, ils sont privés de leur ailier fétiche, Marco Reus. Donc, les choses s'annoncent difficiles. Je vous propose d'écouter leur entraîneur Jürgen Klopp. Ce n'est plus un problème physique, c'est un problème de concentration. Il y a une mésentente sur la situation de l'équipe. Et oui, c'est un problème et nous devons plus travailler pour nous améliorer. Mais ce soir, je ne peux rien faire pour améliorer notre situation en Bundesliga. C'est un peu comme les vacances pour nous. C'est seulement la Ligue des Champions. Mais la Bundesliga est de retour dès dimanche. C'est bien, c'est qu'il garde le sourire. Merci Lise Barenbaum. Donc pour la Ligue des Champions ce soir, on va terminer avec cette disparition à l'âge de 87 ans de l'icône de la chanson dans le monde arabe. Il s'agit de la Libanaise Saba, connue pour sa chevelure blonde platine. Elle a mené une carrière de chanteuse et d'actrice au Liban et en Égypte qui lui ont valu donc la célébrité dans tout le monde arabe. Pour vous remémorer sa voix, vous avez sans doute déjà entendu, eh bien on va écouter un petit extrait. Saba, donc, qui était âgé de 87 ans. Suite du Grand Direct dans un instant avec le débat consacré aux événements de Ferguson, racisme et police.